Amateurs d'art, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'univers riche et foisonnant de la série Arcane et voir comment l'architecture de son décor, c'est-à-dire les lieux, les atmosphères dans lesquelles évoluent les personnages, l'implante directement dans notre imaginaire collectif. Tout d'abord, et ce dans un souci de clarté, il nous faut définir ce que nous entendons par imaginaire collectif. Ici, cette expression nous servira à désigner un fond culturel commun, connu du plus grand nombre. Par exemple, si je vous montre cette image, vous pensez Paris, car dans les films, et plus largement dans la culture de masse, la tour Eiffel est utilisée pour symboliser cette ville. Ou, si je vous montre ce logo, vous allez immédiatement penser à la marque qui s'y rapporte. C'est ce mécanisme de reconnaissance-là que nous allons désigner ici par imaginaire collectif. Ceci étant dit, nous pouvons commencer. Arcane est une série d'animation américano-française dont le scénario prend place dans l'univers du jeu vidéo League of Legends. Je ne vais malheureusement pas pouvoir vous en dire plus sur le jeu League of Legends, car je ne le connais pas et je n'y ai personnellement jamais joué. Et surtout, ce qui m'intéresse ici, c'est de vous montrer comment l'arsenal artistique déployé au sein de cet univers fait de ce jeu vidéo en général et de la série en particulier un pur produit destiné à un large public. Alors loin de moi l'idée, ici, de proposer une critique de l'industrie du jeu vidéo. Arcane est une série que j'ai adoré regarder. Je ne considère pas non plus le jeu vidéo comme un sous-genre par rapport à la peinture ou des formes artistiques plus anciennes, mais comme une forme d'art à part entière, qui présente des mécaniques qui lui sont propres, des points forts et des dérives. Ici, j'ai envie de vous faire toucher du doigt comment l'architecture d'une image peut être étudiée et formulée de manière à nous influencer, à susciter en nous des émotions, des sentis particuliers. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction de cette vidéo, nous allons nous intéresser plus particulièrement au décor. Pourquoi ? Parce que le décor est l'une des facettes de l'ornement, un champ de l'histoire de l'art qui me passionne, mais aussi pour vous montrer que ce qui est en arrière-plan, qui peut même sembler anecdotique, a en fait une grande importance. En effet, le décor dans l'animation désigne, entre autres, les lieux, les architectures dans lesquelles évoluent les personnages. Ils sont donc des supports visuels au bon déroulement de l'histoire. Et de par leur fonction de support, ils sont relégués au deuxième plan. Mais ce n'est pas si simple. Le mot décor vient du latin décor qui veut dire parure mais aussi convenance. Toujours en latin, décor est apparenté au verbe décere qui veut dire ce qui convient, et ce qui a donné l'adjectif décent par exemple. Et cette double signification est très intéressante, car le décor est en même temps ce qui part un endroit, un lieu, mais aussi ce qui convient. Autrement dit, le décor est une parure particulière qui a comme pour obligation de s'inscrire dans une logique de convenance. La convenance n'est pas ce qui heurte ou qui dérange, mais ce qui s'inscrit parfaitement dans un cadre donné, qu'il soit religieux, culturel, sociologique ou autre. Et donc le rôle du décor est de séduire celui qui le voit afin de valider ou de maintenir toute forme de pouvoir. Ici, je fais référence au pouvoir dans un sens très large. Il peut s'agir aussi bien d'un pouvoir politique que d'un pouvoir de persuasion exercé par une marque pour que vous achetiez son produit, ou du pouvoir de faire croire à. Je m'explique. Dans un film ou toute œuvre audiovisuelle, le décor est là pour renforcer votre suspension d'incrédulité, et ainsi vous faire croire que ce que vous voyez est aussi réel que la chaise sur laquelle vous êtes assis, tout du moins le temps du visionnage. Pour en revenir à Arcane, la série se déroule principalement dans deux endroits, la ville haute de Piltover et la ville basse de Zaun. Ces deux cités vivent en symbiose et sont les deux faces d'une même médaille. Dit plus crûment, ces deux cités symbolisent à elles seules l'opposition riche-pauvre telle qu'elle est perçue par l'imaginaire capitaliste. C'est-à-dire que le riche est celui qui est en haut, il est associé à la notion de bien, d'équilibre social, tandis que le pauvre est en bas, et il est celui qui est dangereux et qui peut à tout moment menacer cet équilibre social. Et cette séparation morale entre Piltover et Zaun est savamment mise en scène par les décors qui représentent ces villes. En effet, si l'on regarde cette image de Piltover, on voit une cité baignée dans la lumière, dont l'architecture est propre et étincelante. De manière générale, il y a beaucoup d'éléments décoratifs blancs et dorés disséminés un peu partout dans la ville. Ce n'est pas un choix de couleur anodin. En effet, le blanc renvoie à la pureté dans l'imaginaire collectif occidental, et le doré renvoie dans une certaine mesure au divin. Et donc, rien qu'en analysant rapidement les choix de couleurs, il est très clair que les décors de Piltover ont pour but de nous montrer, en apparence,
Une cité idéale, lumineuse, où fleurit le savoir, et plus particulièrement le savoir scientifique comme le montre la présence des cadrans et de la sphère au premier plan, où règne l'ordre, les lignes employées sont géométriques et proportionnées, où chacun et chaque chose semble avoir sa place dans une société bien ordonnée. Si l'on se penche sur Zone, maintenant c'est une autre histoire. Déjà, il y a la notion d'au-dessus qui est indiquée par la trouée lumineuse de la ville de Piltover située en haut de l'image, qui bénéficie d'une lumière naturelle. Tandis que Zone, naturellement sombre, est éclairée de manière entièrement artificielle. Nous sommes dans une cité de l'ombre. Et ici encore, le choix des couleurs n'est pas anodin. Il y a une dominante de noir, de vert et de jaune. Encore une fois, le choix colorimétrique guide la manière dont nous percevons ce lieu. En effet, le vert qui est la couleur dominante est ce que l'on appelle un vert glauque. Ce qui est intéressant avec cet adjectif, glauque, est son glissement de sens. Si, jusqu'à la fin du XIXe siècle, il désignait seulement une teinte de vert particulière, il a pris au tournant du XXe siècle une autre connotation d'ordre psychologique. Quelque chose de glauque est un endroit peu fréquentable, peu rassurant, voire légèrement mortifère. Ce qui correspond parfaitement à la description d'une ville de bas-fond, où d'instinct on suppose que les agressions et les morts violentes sont légion. Il y a donc une idée de clôture de l'espace contenue dans la situation géographique de Zone, en contrebas, dans sa colorimétrie, mais aussi par la fumée omniprésente qui semble alourdir, densifier l'air, tout en le rendant peu respirable et donc peu propice à l'épanouissement de la vie. Autre point, si Piltover présentait des lignes clairement orientées du côté des mathématiques et de la clarté de par leur référence explicite aux formes géométriques, Zone présente quant à elle un travail de la ligne plus organique. La tour centrale, qui sert de lien entre les deux mondes, en est un bon exemple. Le décalage entre toutes les passerelles, qui ne se situent pas sur une même ligne, ne sont pas sans rappeler des principes d'arborescence, c'est-à-dire la manière dont poussent certains végétaux. Pour conclure rapidement sur ces courtes analyses, il apparaît très clairement en seulement 2 images que la gestion des décors et surtout de l'ambiance qu'ils dégagent permet de caractériser en même temps un lieu, mais aussi par extension les personnages qu'il contient en leur prêtant a priori certaines caractéristiques qui seront ensuite démenties ou non par l'histoire. Et comment est-ce que l'on induit une caractérisation d'un lieu ou d'un personnage sans passer par le discours? Par le visuel. Et plus particulièrement en utilisant la connotation que donne un imaginaire collectif à certaines formes, couleurs, etc. Ici, on peut voir cette connotation s'inscrire par exemple dans les différents types de lignes employées. À Piltover, nous avons vu qu'il s'agissait de lignes qui renvoyaient à la géométrie. Or, la géométrie est perçue depuis l'Antiquité et le pythagorisme comme une des clés de clarification du monde. Un savoir capable d'élever l'homme à la compréhension du cosmos qui l'entoure. A contrario, les lignes employées dans Zone de couleur noire sont des lignes organiques qui sont plus proches du vivant. Or, le vivant est aussi ce qui se décompose et ce qui pourrit. Fait très important, ce sont des lignes de clôture. En effet, rien que dans le premier et le second plan, on peut voir pas moins de 5 serres. La vie et la nature sont encloses à Zone. En dernier lieu, nous allons parler de la suspension d'incrédulité et de comment la mécanique des images permet sa présence et son entretien. La suspension d'incrédulité est une action intellectuelle du spectateur. Ce dernier, devant une œuvre de fiction, accepte devant celle-ci de mettre de côté son scepticisme. Il se conditionne alors mentalement à faire comme si ce qu'il voyait était réel et non fabriqué de toutes pièces. Comme vous l'avez compris, le concept de suspension d'incrédulité est très important pour les œuvres audiovisuelles se déroulant dans des mondes imaginaires, car il est le biais par lequel on accroche à une œuvre ou pas. Formulé plus simplement, si le film que nous regardons nous semble trop invraisemblable, on cesse de croire à son histoire. Notre implication émotionnelle baisse et il ne nous intéresse plus. Cette suspension d'incrédulité est un mélange savant entre le connu et l'inconnu, le particulier et l'universel. Comment cela est formulé dans les décors d'Arcane? Par l'utilisation des esthétiques art déco et art nouveau. L'utilisation de ces esthétiques, très largement remise sur le devant de la scène ces dernières années par l'industrie du cinéma et de la publicité, fait que même si le monde d'Arcane est un monde particulier qui a ses propres règles, celle est dictée par le jeu dont il est issu, il entre aussi très profondément dans le registre du connu. Autrement dit, visuellement ces décors sont l'équivalent d'un vêtement dont vous adorez la coupe car elle vous est familière et vous va bien, et qui présente en même temps une couleur un peu atypique qui lui confère une certaine originalité. Toutefois, l'originalité ne peut pas prendre le dessus sur le connu. Sinon, il y aura une rupture et vous ne vous reconnaîtrez plus dans le vêtement, et donc vous ne le porterez pas. Il en va de même avec le monde d'Arcane. En s'implantant dans notre imaginaire collectif, il entre dans le règne des possibles.
Un monde qui pourrait être et qui quelque part nous séduit tellement que l'on a envie qu'il puisse exister. Et donc les images, plutôt que de nous montrer un monde autre, étranger, nous donnent à voir un monde séduisant dans lequel nous aussi nous aimerions évoluer. Et c'est comme cela que l'on se retrouve happé dans une œuvre de fiction. J'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, liker, commenter la vidéo, ça m'aide à gagner en visibilité. Prenez soin de vous, et à bientôt!